Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a plusieurs sujets dont j'ai envie de vous parler. D'abord, de cette agression raciste qui a été commise à Espaly-Saint-Marcel, dans la Haute-Loire, et dont on parle, je trouve, beaucoup trop peu dans la scène médiatique et politique. Deuxième sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est de la politisation d'une élection pour pleine commune. Et je crois que pour la première fois, l'élection d'un président d'une communauté d'agglomération a suscité autant d'attention autour du combat en gros entre Bali Bagayoko et Karim Bouamran. Bref, je vais vous parler de ça parce que je trouve que c'est assez révélateur d'éléments nouveaux de la vie politique dans notre pays. Troisième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de la situation politique générale, de l'éclatement, du morcellement de la vie politique dans notre pays, et je vais en dire quelques mots. Puis enfin, je voudrais vous parler rapidement des sondages et vous dire quelques éléments sur ce sujet. Mais avant de commencer cette actu politique de la semaine, je veux aussi dire mes condoléances aux familles des deux soldats français qui ont été tués au Liban. Il s'agit de Anissé Girardin et de Florian Montorio. Et je leur dis à ces familles notre solidarité, celle de la représentation nationale, parce que cette situation qui se déroule dans le sud du Liban, elle n'est pas tolérable. Et on ne peut tolérer que des soldats français se fassent tuer alors qu'ils sont dans le cadre d'une force d'interposition et où normalement ils ne doivent pas être pris pour cible, quel que soit le camp qui les pris pour cible dans ce conflit. Donc je tiens d'abord à leur apporter mon soutien plein et entier, à leurs familles, à leurs amis, à tous ceux qui les connaissaient et à leurs camarades aussi d'armée. Je commence donc cette actu politique de la semaine en vous invitant, comme toujours, à vous abonner à la chaîne. Sachez-le, la semaine dernière, vous êtes très nombreuses et très nombreux à vous être abonnés parce que j'ai rappelé qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas forcément abonnés. Donc vraiment, prenez le temps de vérifier si vous l'êtes. Nous, ça nous encourage beaucoup quand on voit qu'il y a des nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc je vous invite à prendre cette petite seconde pour vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne avant d'écouter la suite de la vidéo. Ça fait notamment plaisir à Alex qui ensuite a des très bonnes stats, donc faut pas hésiter à le faire. Je commence donc cette actu politique de la semaine avec ce qui s'est passé en Haute-Loire. Une agression raciste, il faut appeler un chat, celle d'un homme de 65 ans qui a tiré ou visé des enfants avec une carabine, des enfants entre 6 et 10 ans, et ce monsieur explique son geste en disant mais il faisait trop de bruit, et donc évidemment c'est une raison pour tirer sur des enfants, le fait que des enfants fassent du bruit et jouent dehors, ce qui est l'activité normale des enfants. Je veux dire, par ailleurs, il y a quand même un sujet dans notre société, c'est que quand les enfants sont devant des écrans, eh ben, ils se font engueuler par les adultes parce qu'ils sont devant des écrans, et quand ils vont dehors, eh bien, ils se font aussi agresser, là en l'occurrence, parce que soi-disant, ils feraient trop de bruit, mais c'est la vie normale des enfants que de jouer avec leurs camarades, et oui, de faire du bruit, et ça ne doit pas être un sujet normalement. Bref, cette agression raciste, elle est celle d'un monsieur qui a multiplié depuis des mois et des mois les attaques contre des habitants du quartier. Il a même démonté lui-même un banc qui était installé là parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau à ses yeux qui s'installaient là. Et en fait, le quartier de cette ville de Espaly-Saint-Marcel, il est laissé au racisme, abandonné au racisme de cet homme. Et il y a eu des alertes qui ont été lancées par les habitants et qui n'ont abouti à rien. Preuve que quand il s'agit des sujets de racisme, eh bien, les autorités publiques ne prennent pas toujours la mesure des enjeux qui sont posés. Or là, eh bien, on a frôlé un drame. Je veux dire, un homme qui sort avec une carabine pour aller menacer des enfants entre 6 et 10 ans, c'est quelqu'un qui vraisemblablement est dangereux pour la vie de ce quartier, pour les habitants de ce quartier. Et là où je suis extrêmement choqué, c'est que imaginez si une personne avait été prise pour cible par quelqu'un qui aurait tenu des propos qui sont des propos qualifiés d'islamistes. Mais on en entendrait parler tous les jours sur tous les plateaux télé, ça serait le sujet majeur. Mais quand un homme dit je suis raciste, je suis fier de l'être, et qu'il s'en prend à des enfants, eh bien là, il n'y a pas la même indignation dans la sphère médiatique et dans la sphère politique. Et j'ai même vu une interview de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, c'est un journaliste indépendant qui lui pose la question, où vraiment, enfin, la question lui est posée, elle répond à côté de la plaque et elle ne répond pas au sujet qui est posé. Il y a une non prise en compte des phénomènes racistes, de la violence raciste qui peut exister dans notre société, qui est extrêmement choquante. Et je le signale, nous en avions parlé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un débat sur le terrorisme.
Et l'un des sujets que nous avions évoqués, en tout cas que les insoumis ont essayé de porter sur le devant de la scène, c'est les gens qui se revendiquent du racisme et qui entrent dans des logiques qui sont à caractère terroriste. Là, on est typiquement dans ça. C'est quelqu'un qui sort avec une carabine, donc qui essaye de faire peur, qui essaye de terrifier les gens qui sont là. Et on ne doit pas, comme ça, passer à côté de ce sujet ou ne pas traiter cette question. Enfin, il y a plein de gens qui sont extrêmement choqués par ce qui est en train de se passer et qui ne voient pas, ni dans la sphère médiatique, ni dans la sphère politique, des réactions qui sont au niveau de ce qu'elles devraient être. Donc moi, je commence par dire mon soutien aux enfants qui ont été pris pour cible, aux familles de ces enfants, et j'adjure les autorités publiques de faire le nécessaire pour protéger les familles, puisque là, de ce que je vois passer dans la presse, je suis plutôt inquiet. Un procureur et des sources policières qui nient le caractère raciste de l'agression et qui disent non, non, mais finalement, ça n'existe pas, il n'y a pas de plaintes qui ont été portées sur ce thème-là, personne n'a entendu de propos racistes, et on apprend juste après qu'il y a un homme, un des parents des enfants, qui a essayé de porter plainte en signalant les propos racistes et dont la plainte n'a pas été prise et dont le caractère raciste des propos n'a pas été relevé. Donc c'est facile de dire il n'y a pas d'agression raciste si jamais les services qui sont censés prendre les plaintes et les doléances de ceux qui justement dénoncent ces propos racistes ne sont pas pris en compte. Oui, si vous ne prenez pas en compte les plaintes des gens, évidemment qu'il n'y a rien qui existe d'une certaine manière. Enfin, moi, je suis très choqué de voir la manière dont est traitée cette affaire et je souhaite vraiment que ça soit enfin traité à sa juste mesure. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est de l'élection à pleine commune. Alors, pleine commune, c'est la structure intercommunale qui regroupe, je crois, 8 villes, il me semble, de Seine-Saint-Denis, et notamment Saint-Denis-Pierrefitte, la ville où a été élu Bali Bagayoko. Et je trouve qu'il s'est produit quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, déjà, on va essayer de poser le truc. Légitimement, les insoumis, ayant gagné plusieurs villes de cette agglomération, sont en position de force et donc c'est logique que les insoumis puissent prétendre à gouverner pleine commune puisque voilà, on a gagné les élections. Donc c'est logique que dans cette communauté d'agglomération, on soit plus fort que les autres et que donc on aspire à gouverner cet endroit. Mais eh bien, ça n'était pas du goût de tout le monde. Alors, il y a eu on va dire, attaques qui ont été lancées contre Bali. La première, c'était il faut pas que ce soit le maire d'une ville qui soit en plus président de pleine commune. La deuxième, c'était oh, mais ça va être un homme à la tête de pleine commune, c'est dommage. Et puis, la troisième, c'est Karim Bouamran, maire PS de Saint-Ouen, qui lui a carrément lancé une campagne anti-Bali Bagayoko en espérant rassembler autour de lui tous ceux qui n'aiment pas la France insoumise. Pas de bol, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça me fait beaucoup rire, pardon, mais c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire il y a plutôt eu une coalition autour de Bali Bagayoko qui a quand même été élu au premier tour, et de l'autre côté, eh bien, une défaite cuisante pour le Parti socialiste qui voulait une nouvelle fois essayer de voler la victoire de la France insoumise et empêcher un insoumis d'arriver à la tête de pleine commune. Déjà, je commence par dire félicitations à Bali Bagayoko et à tous nos camarades de Seine-Saint-Denis qui permettent cette élection, et notamment à Ali Diouara, maire de la Courneuve, qui donc participe au fait qu'on ait pu gagner aussi pleine commune. Et puis, je veux dire que c'est fascinant de voir à quel point, je pense que c'est la première fois de l'histoire de la Ve République que l'élection dans une communauté d'agglomération est suivie en direct sur les réseaux sociaux et par un très grand nombre de personnes. Ce qui signale que quand les insoumis arrivent dans des postes de responsabilité, eh bien ça produit quasi spontanément une politisation de zones qui d'habitude sont gérées un peu comme à la manière de gestionnaires. C'est-à-dire, ah non, mais on ne fait pas de politique là-dedans, nous on s'occupe des petites affaires tranquillou, bilou, et pas question qu'il y ait de la politique là-dedans. Pardon, mais si les élections ne sont pas des moments politiques, je ne sais pas ce que c'est. C'est justement des moments dans lesquels on fait des choix, qui sont des choix de société, notamment quand on est sur des élections nationales, qui sont des choix d'orientation des politiques publiques quand on est sur des élections municipales et quand on est dans des élections de regroupement de communes. Bref, bien sûr que c'est politique ce type d'élection. Et l'intérêt comment dire, celui autour de cette élection signale qu'il y a plein de gens qui
comprennent que c'est des enjeux politiques qui sont derrière le passage de pleine commune soit au PS, soit à la France insoumise. Bref, tous les bâtons qui ont été mis en travers de la route de Bali Bagayoko ont été écrasés les uns après les autres. Et une nouvelle fois, je lui dis félicitations parce que ça nous apporte une nouvelle victoire à la France insoumise. Nous sommes désormais à la tête de 3 agglomérations. Une à La Réunion autour d'Alexis Chaussalet, une donc ici autour de Bali Bagayoko et une autour de Creil avec Omar Yacoub. Donc belle victoire de nos maires insoumis et qui s'étendent aux communautés d'agglomération. Donc ce sont de bonnes nouvelles. Troisième sujet dont je veux vous parler, c'est de l'éclatement du monde politique national. Alors là, on sent que l'élection municipale étant passée, chacun est dans les starting blocks pour l'élection présidentielle et chacun essaye de se préparer comme il peut, n'ayant, je pense, pas assez anticipé les choses. Mais là, on est dans un... Je sais pas si c'est inédit ou pas, très honnêtement. J'ai souvenir que dans les élections précédentes, il y avait aussi beaucoup de gens qui déclaraient leur candidature, qui faisaient des ballons d'essai pour voir si leur candidature pouvait un peu rassembler, pas trop, je sais pas quoi. Mais là, j'ai l'impression que c'est l'éclatement total de la vie politique française. Alors où en est-on? Si on regarde bien, il y a a priori l'extrême gauche, on va dire ceux qui sont à gauche de la France insoumise. Bon, il y a Lutte ouvrière, a priori Lutte ouvrière va faire une liste, enfin pas une liste, va présenter une candidature à l'élection présidentielle, peut-être Révolution permanente, peut-être le nouveau parti anticapitaliste, enfin les nouveaux partis anticapitalistes. Ça fait partie des possibilités, mais qui sont assez traditionnelles finalement, qu'il y ait des candidats dits d'extrême gauche, qui sont surtout à la gauche de l'échiquier politique, même si pour moi c'est pas infamant extrême gauche, mais ça c'est la première partie. Ensuite il y a la France insoumise, j'y reviendrai dans un instant, parce que nous je pense que c'est à peu près clair ce que nous proposons. Et puis dès que ça arrive à notre droite, alors là, c'est le chaos le plus total et le plus absolu, puisqu'il y a Fabien Roussel qui a dit qu'il serait candidat quoi qu'il arrive. Il y a Marine Tondelier qui est candidate dans une primaire dans laquelle il y a François Ruffin, Clémentine Autain et je ne sais plus qui encore qui a dit qu'il était candidat à l'intérieur de la primaire. Mais cette primaire, elle n'est valable qu'à condition que le PS valide cette primaire. Il y avait Olivier Faure qui voulait participer à l'intérieur de cette primaire. Pour l'instant, nul ne sait si cette primaire verra le jour ou si elle ne verra pas le jour. Et donc, ce que feront ensuite les uns et les autres. Est-ce que Marine Tondelier sera candidate toute seule, François Ruffin candidat tout seul, Clémentine Autain candidate toute seule en dehors de la primaire? Bref, cet espace dit de la primaire, il risque de susciter beaucoup de candidatures alors que l'objectif initial, c'était d'en réduire. Et puis, à l'intérieur du Parti socialiste, on a donc maintenant Olivier Faure, sans doute Boris Vallaud qui a l'air d'avancer ses pions. François Hollande, il a fait une quasi-déclaration de candidature. Là, il y a Bernard Cazeneuve maintenant qui sort de sa boîte et coucou, voici Bernard Cazeneuve qu'on avait oublié, mais c'est vrai qu'il existe encore et qu'il a proposé une candidature. Et puis il y a Jérôme Guedj qui est d'ores et déjà candidat à l'élection présidentielle. Dans cet espace-là, il y a aussi Raphaël Glucksmann. Mais enfin bref, ça se bouscule au portillon. Et à l'évidence, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent être candidats à l'intérieur de l'espace, on va dire, du Parti socialiste. Donc on va voir comment ils se mettent d'accord entre eux. Mais enfin bon, ça fait quand même un gros paquet de monde dans cet endroit-là. Et puis quand on franchit la barre de la gauche, on va appeler ça comme ça, même si certains, c'est un peu douteux de savoir s'ils sont de gauche ou s'ils ne le sont pas, quand on franchit cet espace-là, c'est le chaos encore plus peut-être. Gabriel Attal a avancé ses pions lui aussi. Édouard Philippe, ça fait un moment que tout le monde sait qu'il est candidat. Bruno Retailleau vient d'être désigné par son parti candidat. Il y a aussi Michel Barnier qui a déclaré qu'il était prêt à être candidat. Il y a Laurent Wauquiez qui n'a pas renoncé à être candidat. Il y a Xavier Bertrand qui, lui, essaye de savoir le bon moment pour se lancer. Enfin bref, l'espace politique du centre, appelons ça comme ça, même si, bon, je ne sais pas ce que ça a de centre, du centre et de la droite, a l'air de partir dans une forme de cacafouilla qui est assez générale. Et puis, si on va maintenant à l'extrême droite, il y a donc un débat pour savoir si c'est Knafo ou Zemmour qui vont être candidats pour Reconquête. Il devrait y avoir Dupont-Aignan par là. Et puis, il y a la grande question qui est le Rassemblement national
et les deux candidats du Rassemblement national, puisque dure le suspense pour savoir si ça va être Marine Le Pen ou si ça va être Jordan Bardella. Dans le cas où la justice invalide l'inéligibilité de Marine Le Pen, ce serait donc Marine Le Pen candidate, mais enfin, tous les gens qui ont préparé la candidature de Jordan Bardella, pensez-vous vraiment qu'ils vont prendre ça tranquillement? Et Jordan Bardella lui-même qui se voit déjà dans le poste du candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'il va laisser faire sans réagir, cela alors même qu'il a déjà organisé une petite équipe, y compris avec des gens qui viennent de chez ce terrain, pour se faire, disons, la voie royale, puisque maintenant on est avec les Bourbons apparemment de ce côté-là de l'échiquier politique, se faire la voie royale avec le patronat et les rendez-vous avec le MEDEF, avec les Bernard Arnault et compagnie. Bref, on en est dans cette phase-là au Rassemblement national, mais l'inverse ne change pas les choses non plus. C'est-à-dire que si Jordan Bardella est candidat, tous ceux qui sont marinistes, comme ils disent chez eux, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt dans la logique de Marine Le Pen, sa stratégie, c'était ni droite ni gauche, Rassemblement national. Jordan Bardella, c'est la droite, la droite, la droite, et ceux qui sont de gauche, c'est des wokistes, et puis on les aime pas, et puis je sais pas quoi. Mais pardon, mais c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes logiques, c'est même pas les mêmes équipes et les mêmes cadres politiques qui sont autour de Jordan Bardella d'un côté et de Marine Le Pen de l'autre. Donc l'apparente façade qui a l'air comme ça, tout sourire et tout bonheur, n'existe pas en réalité. Et ça, tous les éléments nous l'indiquent dans l'organisation du Rassemblement national. Les tensions, au contraire, sont extrêmement fortes. Et il n'est pas impossible que cette structure finisse par exploser en vol dans ce renouvellement ou ce changement de candidature à l'élection présidentielle. Donc ça va être très intéressant à regarder. Et donc je reviens à nous, puisque nous, de notre côté, la France insoumise, nous avions fait un travail avec l'Assemblée représentative depuis maintenant quelques temps, que ce travail aboutit à un mode de désignation d'un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle, et que cette manière de fonctionner permet que nous soyons dans une logique de combat, une logique combative, et que nous soyons prêts et rassemblés pour mener cette grande bataille de l'élection présidentielle autour de notre programme. Et finalement, c'est l'aboutissement de même pas juste 5 ans, mais de plusieurs années d'une stratégie de conquête du pouvoir que nous avons faite autour de Jean-Luc Mélenchon et qui, aujourd'hui, arrive à la grande bataille de 2027 en étant prêt, en ayant une stratégie, en ayant une méthode d'action qui nous permet d'affronter nos adversaires en sachant où on va. Pardon, mais je trouve que ça me rend très optimiste sur la suite du combat. Et cela d'autant plus, j'en viens à mon dernier sujet, c'est le moment de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait, car nous arrivons au dernier sujet, et je vous invite encore une fois à vérifier que vous êtes bien abonné. Mais mon dernier sujet, c'est les sondages. Parce que alors là, c'est vraiment le pompon sur la Garonne du fait que les sondeurs sont en train d'essayer de lancer une candidature, celle d'Édouard Philippe. Alors ils le donnent gagnant au deuxième tour. C'est le seul qui peut gagner face au Rassemblement national apparemment, Édouard Philippe. Et on nous refait le coup de Valérie Pécresse. Puisque en décembre 2021, on nous disait que Valérie Pécresse était la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Et ben, elle a fait moins de 5% à la fin, donc on va voir à combien finit Édouard Philippe. Et même s'il va jusqu'au bout de sa candidature à l'élection présidentielle, on verra bien. Mais toujours est-il qu'on voit bien que les sondeurs sont en train d'essayer de lancer une candidature et que l'objectif également est de tuer dans l'œuf toute autre candidature que celle d'Édouard Philippe. Moi, je suis optimiste aussi parce que pour la première fois, j'ai l'impression que dans le monde médiatique, il y a une critique des sondages qui devient, je ne vais pas dire majoritaire, mais en tout cas, d'habitude, il y avait ici ou là un peu des articles qui disaient, oui, les sondages, peut-on vraiment leur faire confiance ou ne peut-on pas leur faire confiance? Là, le discours médiatique sur les sondages est en train de changer. Alors, est-ce l'effet de la commission d'enquête que nous avons menée pendant plusieurs mois et où justement nous avons montré que les sondeurs racontent n'importe quoi? Enfin, je veux dire, vraiment, là, vous avez des démonstrations scientifiques qui vous expliquent à quel point, un, les échantillons sont pourris, c'est-à-dire les gens qui font participer sont mauvais. Deux, les redressements sont eux aussi pourris, voire parfois il y a des redressements, c'est-à-dire des pondérations à la hausse de certaines réponses qui sont faites et qui sont contre-productives pour obtenir l'objectif visé. Je le dis très rapidement, mais en gros, c'est quoi l'objectif? Ils constatent qu'ils ont des mauvais échantillons qui ne représentent pas la population française de manière correcte. Par exemple, ils trouvent
12% d'électeurs de Mélenchon, alors qu'en fait Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle. Et donc plutôt que d'essayer de trouver des échantillons qui correspondent vraiment à la population, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plus de poids à des gens qui répondent par exemple, qu'ils ont voté Mélenchon. Donc, mettons, si jamais ils ont trouvé 11% d'électeurs de Mélenchon, alors que Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle, spontanément, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont compter double les réponses des gens qui disent avoir voté Mélenchon. Déjà, retenez bien le disent, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des menteurs dans les panélistes, dans les panels des instituts de sondage. Mais en plus de ça, eh bien, quand ils font des redressements, parfois, ils vont redresser dans une mauvaise direction. Et je vous donne un exemple très précis en prenant l'exemple des électeurs Mélenchon. Bah, parfois, ça peut être un deuxième choix, le vote Mélenchon. Donc, si vous redressez, si vous donnez plus de poids à des gens qui ont fait un deuxième choix vote Mélenchon, bah, vous allez donner plus de poids soit au PS, soit je sais pas quoi, Europe Écologie, soit au PCF. Et tout ça accentue les problèmes que vous essayez pourtant de corriger. Je vous ferai sans doute une vidéo complète sur les sondages et je ferai sans doute un article détaillé sur les sondages pour expliquer tous ces phénomènes. Mais ce que je constate, c'est que dans le monde médiatique, j'ai vu notamment deux sujets assez intéressants. Un dans Le Monde qui reprenait tous les sondages un an avant l'élection présidentielle et qui disait le nombre de fois où ils se sont plantés. C'est jouissif presque. Puisque on a, pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, les sondeurs se sont tout le temps plantés un an avant l'élection présidentielle. Accrochez-vous, ils se sont plantés entre 4 et 14 points au maximum. Et ça, c'est inclus les marges d'erreur. C'est-à-dire, c'est même pas les résultats qu'ils donnaient. Parce que si on prenait les résultats qu'ils donnaient, on est sur des écarts beaucoup plus importants encore. Mais vous imaginez se tromper entre 4 et 14 points dans une élection présidentielle un an avant. Ça veut dire là, on est donné, je sais plus combien, à 13 ou 14, je crois. Quelque chose comme ça en tout cas, eh bien ça voudrait dire vous nous rajoutez déjà 4 points, ça nous met à 17, vous nous en rajoutez 14, bon ça nous met très 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 haut, ça nous met à 27 au premier tour. Bah j'ai- franchement, je suis plutôt optimiste sur cette élection présidentielle parce que je trouve qu'on part plutôt haut et plutôt fort, y compris dans des sondages qui ont tendance à nous sous-estimer de manière chronique. Mais retenez aussi un autre élément, c'est que les sondeurs excluent les personnes qui ne se disent pas certaines d'aller voter. Et quand vous excluez les personnes qui ne se disent pas certaines d'aller voter, ce que vous excluez en réalité, c'est ceux qui sont les plus abstentionnistes. Bah oui, c'est logique. Les gens qui vont dire qu'ils sont pas sûrs à 100% d'aller voter, c'est plutôt ceux qui peuvent avoir des tendances abstentionnistes. Ben, les sondeurs, ils les excluent pour une raison que je vous expliquerai dans cette vidéo que je ferai sur les sondages, mais ils les excluent et ça a tendance à faire diminuer le score de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis dans les sondages à l'élection présidentielle. Bref, tout ça, ce qui m'intéresse, c'est que donc il y a un article du Monde qui travaille sur les sondages un an avant l'élection présidentielle et qui dit qu'ils se plantent. Et puis il y a eu un sujet de France 2, du 20h de France 2, dans lequel j'ai été interrogé d'ailleurs justement en raison de mon travail, mais qui relativise, qui met à distance les résultats de ces sondeurs. Et quand on est dans le 20h de France 2, on parle de trucs de masse, parce que ça s'adresse à 4 millions de personnes. Donc, d'un coup, il y a plein de gens qui se disent ah, mais en fait, il y a des interrogations autour des sondages. Eh bien, moi, je pense que cette élection présidentielle doit se faire d'une manière un peu où on met à distance les sondages et où on se concentre sur les programmes, sur le fond politique. Je précise au passage qu'on a déposé avec mon équipe une proposition de loi qui est l'aboutissement du travail que nous avons fait avec mon équipe, justement pour réguler les sondages et pour faire en sorte que on puisse avoir un droit de regard, qu'on augmente la transparence de ces sondages et qu'il puisse y avoir davantage d'esprit critique vis-à-vis de ces sondages, qu'on parle d'autre chose que de la course de petits chevaux, de machin, il est devant bidule et donc il a plus de chances de gagner que truc, et qu'on parle vraiment du fond des programmes, de ce que comptent faire les gens pour le pays, parce que c'est ça au final qui devrait décider d'une élection, et pas je sais pas qui, là, qui fait ses redressements parfois comme ça au doigt mouillé. Franchement, ça commence à bien faire. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine actu politique de la semaine et je vous remercie d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à suivre notre chaîne et à suivre ces actus politiques de la semaine. Et j'en profite aussi pour vous remercier de tous les petits mots gentils que vous me dites quand vous me croisez dans la rue, notamment autour de cette actu politique de la semaine, parce que ça fait plaisir et que ça m'encourage beaucoup à le faire. Donc merci à vous et à la semaine prochaine.